La physique nucléaire, c'est une chose qui a été initiée par des chimistes. C'est pour ça qu'on retrouve dans la fusion nucléaire tout ce qu'on retrouve dans la chimie. Quand vous prenez par exemple la fission c'est une dissociation autocatalysée. Bon, la fusion, on la concentre automatiquement sur le deutérium-tritium, mais en fait, il y a toute une masse de réactions de fusion. Il y a la fusion lithium-hydrogène, la fusion bore-hydrogène. Tout ça, c'est une question de température. Alors évidemment, si on s'est centré sur cette fusion deutérium-tritium, c'est parce qu'elle demandait la température la plus basse. Et moi, je me rappelle en 1976, quand je suis allé voir les premiers lasers de Livermore, des lasers d'un terawatt, comme ça, moi, j'ai discuté avec Nichols qui s'occupait de ça, et je lui ai dit, mais est-ce qu'on pourra un jour envisager de faire une fusion bore-hydrogène? La fusion bore-hydrogène, le bore, c'est 11 nucléons, et l'hydrogène, c'est l'hydrogène tout bête, c'est l'hydrogène H1. Donc 11 et 1, 12, ça fait 3 héliums, il n'y a pas de neutrons. Alors quand on dit justement que la fusion de deutérium-tritium ne fait pas de déchets, non, mais elle ne fait pas de déchets, mais elle crache des neutrons qui créent une activation terrible. C'est-à-dire que là, c'est pratiquement pas neutronigène. Simplement, il faut 1 milliard de degrés. Alors, en 76, Nicole m'avait regardé en disant, mais ça, c'est de la science-fiction. Et là, je vous ramène à ce moment-là à 2006. Et en 2006, un de mes vieux copains qui est mort en 2012, malheureusement, qui est Malcolm Hines, il a écrit un article dans Physical Review Day qui s'appelle Over 2 billion degrees, plus de 2 milliards de degrés, 2 milliards. Et en fait, c'était même 3 milliards 7. Donc, autrement dit, on arrive à faire des milliards de degrés dans un appareil qui s'appelle la Z-machine. Alors, tout à l'heure, vous citiez cette histoire de garçon qui envoie des anneaux de plasma en collision, mais en fait, cette fusion, elle peut très bien émerger avec un truc, pas dans un garage, mais presque. Je veux dire que c'est pas ITER, c'est pas l'énorme usine à gaz, quoi. C'est peut-être, il y a la place pour faire des trucs astucieux, extraordinaires, comme par exemple la percée tout d'un coup qui a été faite en fusion par laser. Mais alors, la Z-machine, c'est une histoire complètement folle. Parce que, voilà, si j'avais un. Ah, je crois que j'en ai un, je vais vous montrer ça. Et voilà. Hein. Alors, vous voyez, ça, c'est un instrument, c'est un appareil expérimental très important. C'est le cylindre que vous trouvez dans les rouleaux de papier cabinet. Hein. Eh bien, c'est exactement la forme des cylindres en cuivre dans lesquels on faisait passer des millions d'ampères. Alors, si vous faites passer des millions d'ampères suivant les génératrices, eh bien, si le courant passait bien suivant les génératrices, il y aurait une force d'implosion qui tendrait à faire aller votre cylindre vers l'axe. Et alors là, malheureusement, voilà ce que ça donne expérimentalement. C'est épouvantable. Donc, on avait des photos dans les années 50 parce que le courant ne voulait absolument pas rester tranquillement sur la génératrice. Et alors, un jour, il y a un type qui s'appelait Smirnov, qui est un russe, qui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces cylindres et on les remplace par des fils? Alors, on a pris des trucs et on a fait 140 fils comme ça, qui avaient la taille d'un cheveu. Dans chaque fil, il passait 70 000 ampères. Et l'idée de Smirnov, c'était, bien si on fait ça, peut-être que ça va rester à peu près cylindrique un peu plus longtemps. Mais là, il s'est passé une chose extraordinaire et c'est là qu'il faut vraiment revenir sur cette idée que les grandes découvertes, c'est le hasard. C'est le hasard, personne n'y avait pensé. C'est-à-dire, ils ont fait cette expérience à Sandia sur une machine qui avait été faite par mon copain Jonas, et cette machine avait un temps de montée de 100 nanosecondes. Et 100 nanosecondes, c'est équivalent à un courant de 10 MHz. Et vous savez aussi bien que moi que les courants de fréquence, ils passent pas dans les conducteurs, mais à la périphérie. Il y a une profondeur de pénétration. Donc, quand on prenait ce conducteur qui faisait la taille d'un cheveu, eh bien, le courant passait simplement dans la peau extérieure. Donc, à ce moment-là, l'objet est resté cylindrique et ils ont obtenu un cordon de plasma exactement de la taille d'une mine de crayon. Et le calcul montrait qu'il y avait 1 milliard ou 2 milliards de degrés. Mais vous savez, il y a une chose, c'est que, alors, vous savez, quand il y a cette histoire-là, il faut voir une chose, c'est qu'un système comme la Z-machine, ça coûte le centième d'ITER au point de vue budget. Donc, à cette époque-là, en 2006, le projet ITER n'était pas encore lancé. Moi, j'avais un camarade qui était un ancien des bombes, un type qui s'occupait des mesures en Aurora. Et puis, ma foi, il avait une certaine estime pour moi. Et on s'est lancé dans une espèce de campagne pour essayer de... J'ai même rencontré l'attaché scientifique de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, qui était ministre de la Recherche. Mais je crois que pour elle, Maxwell, c'est l'inventeur du café, vous voyez. Alors, donc, j'ai rencontré ce type-là, il n'a rien compris. On a essayé désespérément d'attirer l'attention sur ce genre de percée, il n'y a pas eu moyen. Et mon copain, qui lui avait l'oreille des militaires, il a obtenu la réponse suivante: faites-nous des bombes d'abord. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que si on sait faire la fusion bore-hydrogène, c'est la bombe verte
c'est la bombe thermonucléaire verte, il n'y a pas de déchets, c'est formidable. Vous voyez. Alors, en plus, il y a une chose, c'est que les bombes thermonucléaires, comme classiques, il faut une bombe A pour les amorcer. Donc, on ne peut pas les miniaturiser parce qu'il faut une bombe qui fait au moins 300 000 tonnes de TNT d'équivalent, c'est pas possible. Par contre, pour ces trucs-là, je vous le dis un jour, vous voyez, quand on voit Schwarzenegger qui tire sur un autobus avec son revolver, explose. Mais vous aurez la puissance de destruction d'une maison avec un objet qui aura cette forme-là, qui aura cette taille-là, dans une balle. Parce que dans la balle, vous pouvez mettre un explosif qui va vous créer les champs magnétiques et les valeurs adéquates, et vous pouvez faire fusionner une charge de bord hydrogène. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous assure, la science, elle est presque derrière la science-fiction. Mais tout ça, c'est devant nous, c'est à nos portes. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Alors, vous savez, il y a une chose, vous avez une voiture, dans cette voiture, il y a un moteur, ce qu'on appelle un moteur explosion, c'est ça. Hein, il y a un cylindre, et puis on comprime, et tout d'un coup, il y a une combustion qui se fait très vite, en un millième de seconde. Mais ce n'est pas une machine à vapeur. Hein. Vous n'avez pas du charbon pour faire bouillir de l'eau. Eh bien, je vous le dis, ITER, c'est la machine à vapeur du 3e millénaire. C'est tout. Et c'est pas seulement bouillir de l'eau, c'est le fait que la température de fusion soit constante. Imaginez que vous ayez une voiture, elle n'a pas 1000 degrés en continu. Il y a 1000 degrés pendant un millième de seconde. C'est ça. Vous avez de la combustion impulsionnelle. Eh bien, il faut faire de la fusion impulsionnelle. Un truc dans lequel il n'y a pas une température énorme. Il y a la fusion quelques microsecondes, quoi. Exactement, exactement. Quand vous prenez les systèmes comme la Z-machine, vous avez une compression. D'un coup, la fusion se produit. Vous avez un plasma qui entre en expansion. Cette expansion, si elle est réalisée dans un champ magnétique, vous convertissez ça directement en électricité avec un rendement de 70%. C'est comme votre voiture, c'est simple, vous vous rendez compte, il y a un piston qui fait l'aller-retour, il y a un volant d'inertie pour stocker l'énergie sous forme de moment cinétique dans le volant. Vous voyez, c'est ça le truc. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'avec des systèmes d'engin de machine, on stockera dans des condensateurs. C'est-à-dire qu'une partie de l'électricité sert à obtenir la compression suivante. On pourrait même faire du 50 périodes, vous voyez, carrément, boum, boum. Non, mais il n'y a pas plus simple, un truc comme ça. Et effectivement, vis-à-vis d'engins comme ITER, mais c'est monstrueux. On est en train de se compliquer la vie comme si on voulait faire la traversée de l'Atlantique avec un avion à vapeur. Surtout, le projet ITER, c'est un projet qui dure 50 ans. C'est pas possible. Vous vous rendez compte, on a conçu ce truc-là, on l'a dessiné il y a 20 ou 30 ans. Donc, même alors, il y a une chose, c'est que ce sont des engins dont on ne peut rien modifier. Si vous dites, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas changer la forme de la chambre? On ne peut rien faire. Et en plus, on a tout mis dans un cryostat, dans l'hélium liquide. Moi, je me rappelle, dans ces années, au moment du démarrage d'ITER, j'ai discuté avec Pudvinsky. Et Pudvinsky, c'était le responsable des instabilités chez ITER. Et comme il savait que j'avais pas mal travaillé sur les instabilités de plasma, un jour, on a dîné ensemble. C'était très rigolo. Et à ce moment-là, à l'issue de la discussion, vous savez que le gros problème d'ITER, c'est l'instabilité. Alors, il y a un truc amusant, vous voyez, parce que quand on fait la comparaison avec la Z-machine, c'est vraiment le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parce que la Z-machine, ça ne marche parce que c'est turbulent. Alors que ITER, c'est catastrophique. ITER, imaginez-vous une casserole d'eau, vous voulez chauffer l'eau et vous ne voulez pas qu'il y ait de turbulence. Alors, vous allez mettre des systèmes très compliqués pour éviter que l'eau ne monte. Et votre moteur de voiture, il marche parce que c'est turbulent. S'il n'y avait pas de turbulence dans le cylindre, la combustion ne serait pas aussi rapide. Vous voyez, c'est extraordinaire. Oui, parce que ça distribue la chaleur dans tout le cylindre. Ouais. Exactement, il faut que ce soit turbulent. Une combustion non turbulente serait catastrophique. Et là, à ce moment-là, vous voyez, par exemple, dans ces discussions avec Pudvinsky, à la suite de ce dîner, il a laissé tomber, il a démissionné, il est parti aux États-Unis. Ah oui. Vous savez à quoi elle servait, cette machine? C'est un truc que Jonas avait fait en 1976 pour essayer de faire de la fusion par faisceau d'électrons. Et comme ça ne marchait pas, eh ben, vous voyez, cette histoire de compresseur, ça compressait mal, mais on arrivait quand même à avoir peut-être des fortes températures. Donc c'était un espèce d'engin à forte température. Tout d'un coup, il y a eu cette percée en 2006, complètement folle. Et à ce moment-là, les gens se sont aperçus. D'abord, Jonas a dit, qu'est-ce que c'est que ces milliards de degrés? Je veux des mesures.
Alors, on a fait des mesures par élargissement de raies. Ça a confirmé ce truc-là. Alors après, il n'est pas théoricien du tout, lui. Donc, on avait des fils métalliques qui convergeaient comme ça à 600 km par seconde. Alors, on s'est dit, ben, on va prendre le aluminium MV2, on va le transformer en température. On fait le calcul, on trouve 200 millions de degrés seulement au lieu de 2 milliards. Alors, à ce moment-là, d'où vient l'énergie? C'est extraordinaire. Alors, les gens se creusent la tête. Il y en a se dit, demandez à Malcolm Heinz, il est en Angleterre, mais lui, il saura répondre. Moi, je suis pas théoricien. Et Heinz a montré une chose, c'est l'effet Joule. Alors, vous voyez l'effet Joule. Qu'est-ce que c'est que l'effet Joule? Vous avez un fil électrique qui vous brûle. Simplement parce qu'il y a des électrons qui se promènent dedans. Ils vont pas vite, d'ailleurs, mais ils cognent dans les ions, dans les atomes de fer, et c'est comme ça que la température se fait. Donc l'effet Joule, c'est ce qui fait marcher un grille-pain, on est d'accord, hein, pour pas perdre qui que ce soit. Ouais. Quand on prend cette machine et qu'on prend des courants et des tensions pareilles, eh bien, imaginez, vous êtes sur une autoroute avec une moto, et puis vous roulez, et cette autoroute est encombrée par des smirmorques. Alors, soit vous accélérez, les smirmorques deviennent de petites voitures de tourisme. Vous accélérez encore, et à une certaine vitesse, les voitures sont grandes comme ça. Donc, vous ne les voyez plus. Vous n'entrez plus en collision avec elles. Autrement dit, un très fort courant dans cette Z-machine, normalement, il n'y avait pas d'effet Joule du tout. Et c'est là que Heinz a montré, ça marche parce qu'il y a des agrégats d'ions, et à ce moment-là, il y a une instabilité qui permet à cet effet Joule anormal de se produire. Donc, encore une fois, l'instabilité a joué. C'est extraordinaire. Et vous vous rendez bien compte que le projet ITER, il a tout dévoré. C'est fini. La fusion, c'était ITER et rien d'autre. Il y a un lobby monstrueux, quoi. Il est impossible d'avoir un autre laboratoire, c'est pas possible. Et effectivement, moi, je connais un gars qui est directeur de recherche au CNRS, qui est en fin de carrière. Bon, bah, il avait deux choix. Soit il allait travailler sur la fusion par laser au BARP avec les militaires, soit à ITER. Il n'y a pas d'autre choix. C'est tout. Oui, parce que la fusion par laser en France en particulier, ça a été beaucoup développé pour pouvoir simuler les essais nucléaires. Ah oui, peut-être ça va commencer à marcher maintenant. Vous avez vu que ça commence à produire un petit peu des neutrons. Et, Ouais. enfin, bon, les milliards de degrés de la Z-machine, c'était impossible. Vous comprenez? Passer tout d'un coup de 50 millions de degrés à 3 milliards et demi, c'est pas possible. Et même, il y a une chose, c'est que la température qu'on peut obtenir varie comme le carré de l'intensité. Ils sont probablement à 8-10 milliards maintenant. Vous voyez? Et là, vous auriez parlé de ça aux gens de la fusion, ils auraient dit, non, écoutez, Oui, non. ils auraient dit: «Vous êtes fous», ouais. Ouais, absolument. Alors, je Ouais. vous explique comment ça s'est passé. En fait, j'ai l'air d'un théoricien. En fait, moi, j'ai fait super-héros et j'étais ingénieur et tout. Alors, quand je suis rentré au CNRS, on m'a demandé de faire l'électricité avec des explosifs. Hein. Bon, c'était un truc qui était à la mode aux États-Unis, en Russie. Alors, quand j'ai construit une espèce de grand canon, comme un canon de marine, boum, et là, on tirait des projectiles, c'était du gaz. Et ça passait dans une tuyère avec un champ magnétique et à ce moment-là, ça faisait du courant électrique. Alors, c'était drôle parce que j'avais une tuyère qui était grosse comme mon rasoir électrique et qui sortait 2 mégawatts et demi, mais pendant quelques fractions de millisecondes. C'est assez rigolo. C'est très court. Bon. Mais alors, la chose suivante, c'est que on avait déjà à l'époque des caméras ultra rapides qui permettaient de filmer, et je voyais une chose, c'est que j'avais une tuyère à section constante, et on ralentissait tellement le gaz qu'on faisait une onde de choc. Ah, je me souviens d'une pipe. On arrive à faire une onde de choc sans obstacle. Alors peut-être qu'avec ce genre de choses qui étaient là, magnéto-hydrodynamique, c'est-à-dire l'action d'un courant et de champ magnétique combinés sur un plasma, eh bien si on arrive à faire ça, on doit peut-être pouvoir enlever les ondes de choc. Et là, vous savez, dans mon dossier CNRS, il y a une lettre qui est une réponse qu'on a fait un jour à la direction générale qui avait consulté un spécialiste en disant, on n'avait pas la lettre avant, mais j'ai vu la lettre en retour. Ça devait être, on a un type qui veut supprimer les ondes de choc, est-ce qu'il n'a pas un grain? Et la réponse, c'était, I can testify this man is in normal mental condition. Je peux vous dire, là, dans l'état mental, non, je vous jure, c'est dans mon dossier CNRS, un truc comme ça. Non, mais vous savez, cette fusion, cette MHD application militaire, les Russes ont réussi des choses formidables, mais ça représente 50 ans de travail. Vous savez, le précurseur de ça, c'est Andrei Sakharov. Les Russes, c'est des gens fantastiques. Ils savent faire des expériences avec 3 bouts de ficelle, avec de la technologie glissée, en faisant exploser des explosifs chimiques dans des solénoïdes. Sakharov faisait 100 millions d'ampères, quoi. Ouais. C'est extraordinaire. C'était la mentalité Kalachnikov, quoi.
complètement, des trucs comme ça. Et alors, le truc, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai eu la visite à la maison d'un très brave gars qui était l'envoyé des militaires et qui était venu me voir en me disant, voilà, j'ai dit, je vais aller voir Jean-Pierre Petit. Ils m'ont dit, mais il va te jeter. Non, pas du tout, on l'a très bien reçu. Ma femme fait très bien la cuisine. Il est arrivé à 11 heures du matin, il est parti à 6 heures du soir, il a passé 7 heures à la maison. Et tout de suite, il est arrivé en disant, voilà, on vous propose 3 000 € pour faire un petit rapport de 20 pages sur les MHD. Et j'ai pas dit non. J'ai pas dit non parce que j'ai l'air bavard comme ça, mais tout d'un coup, si j'écoute, les gens se méfient pas. Donc pendant des heures, il a parlé, et comme j'avais pas dit non, il s'est dit peut-être qu'il est d'accord. Donc il avait dressé tout un portrait de la façon dont je pourrais fertiliser l'ingénierie militaire française et tout ça. Et à la fin, j'ai dit, vous savez, même si je voulais, ça ne servirait à rien parce que, regardez Idriss, imaginez qu'on n'ait pas de nucléaire et tout d'un coup, quelqu'un vient en disant, oh, vous savez, ils ont des trucs avec des réacteurs, ils arrivent à faire de l'eau, de la vapeur, ils font de l'électricité. Pourriez pas nous faire un petit rapport de 20 pages là-dessus? Ben, je répondrais, le nucléaire, c'est 30 ans de travail avec 1000 personnes. Vous savez, ce qui est rigolo, c'est que l'expérience clé qui permet aux hypersoniques russes de fonctionner, c'est la maîtrise de la stabilité de Velikov. Alors, il faut savoir une chose, c'est que par exemple, quand vous prenez un engin Alors, comme expliquez-nous ce que c'est que la stabilité de Velikov, pardon, allez-y. la vide Velikov, eh bien, si vous prenez un tube à vide comme ça avec un gaz basse pression, et si vous mettez un aimant, eh bien, en faisant passer un courant, tout d'un coup, le courant ne va pas passer de manière continue, ça va faire des espèces de piles d'assiettes. C'est catastrophique, le courant se met à passer comme ça. Bon, voilà. Alors, moi, j'avais trouvé une première méthode pour faire fonctionner ça, et finalement, j'ai fait une expérience d'une chambre de bonne d'Aix-en-Provence, avec une cloche à vide qui me donnait une faible une fraction de pression atmosphérique, puis des aimants permanents, et tout ça, vous voyez. Mais ces conditions d'air, c'est ce qu'on trouve là où fonctionne cette hypersonique, vous voyez. Et lorsque Christian Naza est allé à Tomsk, qui était le haut lieu de la MHD militaire russe, il y a un Russe qui lui a dit, vous êtes français? Oui. Vous connaissez Jean-Pierre Petit? Ah non. Jean-Pierre Petit, annihilation, instabilité de Velikov dans chambre de bonne. Idriss, vous savez que pendant 40 ans, j'étais privé de tout. Je n'avais pas d'argent, mais je n'avais pas de budget. Donc, je suis allé à des colloques en Russie à mes frais. Par exemple, je suis allé à un colloque de MHD avec un voyage touristique. Et quand je suis arrivé à Moscou, on devait aller voir le tombeau de Lénine. J'ai dit à l'accompagnatrice, écoutez, vous ne pourriez pas téléphoner à l'université parce que je fais un exposé dans 1 heure. Alors, elle a téléphoné, Golubev a dit, ah, Jean-Pierre, tu es là, je t'envoie une voiture tout de suite. Voilà. Alors, est-ce que, je suis allé à un colloque, l'autre colloque, j'étais allé à mes frais, et là, j'avais loué une chambre à l'Hôtel National. Et j'avais pris juste la chambre avec le petit déjeuner. Je me suis dit, je vais peut-être arriver à saucissonner. Et ben, au colloque, c'était pas possible. Je n'avais pas les tickets qu'il fallait. Donc, j'ai fait tout le colloque en mangeant des croissants. Mais même quand on m'a demandé de faire marcher ce canon à plasma en 1967 ou 68, j'ai été le premier à réaliser le fonctionnement bitempérature. Ce qui fait que Velikov a dit, on va faire le prochain congrès à Marseille parce que c'est les Français qui sont en avance. Les Français, c'était moi. Tout a été abandonné dans ce truc-là. Et je me rappelle, je déjeunais avec le polytechnicien qui s'occupait des contrats. Moi, j'avais décidé de foutre le camp, j'en avais marre. Et à un moment, je lui ai dit, vous savez, vous allez constater une baisse dans le niveau des travaux scientifiques du labo. Il me dit, pourquoi? Parce que je m'en vais. Vous savez ce qui s'est passé en France avec la MHD? Les militaires ont voulu faire de la MHD, mais sans moi. Et à un moment, j'avais fait un beau rapport, comme ça que j'avais envoyé au CNES, qui s'appelait Perspective en magnéto-hydrodynamique. Et j'avais fait des tas de calculs avec une calculette programmable, il y avait plein de choses. Et à ce moment-là, il y a un polytechnicien qui est arrivé à la DRET, la direction de la recherche militaire, et il a dit, maintenant que nous avons les idées de Petit, pourquoi nous embarrasser de lui? Extraordinaire. Alors, vous savez, il y a un personnage chez les Marx Brothers qui s'appelle Harpo. Vous connaissez Harpo, il est bleu. Il y a un film où on voit Harpo qui tient une maison comme ça. Alors, il y a un flic qui arrive en disant Harpo, circulez. Et Harpo, il fait signe que. Et on enlève Harpo et la maison s'écroule. C'est la 4e bêtise parce qu'il bloque depuis 4 ans. Ça fait 4 années. Vous savez, je suis allé à une conférence d'une autre académicienne, et puis à un moment, quelqu'un lui a dit, mais pourquoi ne parlez-vous jamais du modèle Janus? Ah, mais c'est pas possible, puisque justement, ce mandarin a montré que ça tenait pas debout.
Donc, Ouais, c'est ouais, ouais. qui se trouve sur la page de l'IHES, tout le monde s'y réfère, les scientifiques s'y réfèrent, toutes les portes des laboratoires sont fermées. Alors le truc qui se passe, c'est que ce modèle, vous voyez, lorsque Einstein a sorti sa relativité générale, ça ne foutait pas, comment dire, la loi de Newton en l'air. C'était un petit perlimpinpin. Tandis que là, vous avez la matière sombre et l'énergie noire. La matière sombre, on travaille dessus, on essaye de la trouver dans les mines. Rappelez-vous, tout ça, on a dépensé des millions, y compris dans les satellites. Moi, je dis simplement, cette matière sombre, elle n'existe pas. Cette énergie noire, vous ne cherchez pas au bon endroit. C'est beaucoup plus simple que ça. Alors, ça flanque en l'air des milliers d'articles et des centaines de thèses de doctorat. Ce modèle-là, il donne une structure lacunaire de la matière. La matière, ce qui se passe, c'est que les masses négatives créent des conglomérats massifs qui repoussent la matière dans l'espace interstitiel. Alors on pourrait dire, mais ces conglomérats, où est-ce qu'ils sont? Eh bien, en 2017, il y a des gens qui ont fait une cartographie gigantesque de l'univers et ils ont fait une publication qui s'appelle The Dipole Repeller. Et il y a une région de l'univers à 600 millions d'années-lumière qui fait 100 millions d'années et alors, quand on regarde là, on voit rien. Ça repousse les galaxies. Alors, je vous dirai la chose suivante. Vous allez faire une expérience, même vous-même, vous le ferez tout à l'heure. Vous allez sur Google Scholar. Vous voyez, Google Scholar, ça permet de savoir ce qu'il y a comme travaux là-dessus. Et vous cherchez Dipole Repeller. Hein, ok. Et ben, vous allez trouver l'article qui a été refusé, l'article de Jean-Pierre Petit qui se trouve sur mon site, parce qu'il n'y a rien d'autre. Vous savez, quand on a un modèle, il faut qu'il soit falsifiable au sens de populaire. C'est-à-dire qu'il faut prédire des choses en disant si ça marche, j'ai raison, si ça marche pas, j'ai tort. Ben moi, je dis la chose suivante. On est capable de faire une cartographie des luminosités des galaxies. Eh bien, la luminosité des galaxies lointaines va être atténuée par le Great Repeller, par cet objet. Parce que ça diffracte la lumière à cause de l'effet de l'anti gravitationnel négatif. Donc, je prédis que quand on fera une cartographie de ce genre, eh ben, on le verra. On le verra parce que ce sera un endroit plus sombre sur le fond du ciel, vous voyez. Bon, quand il y aura ça, et même, vous savez, ce modèle, il prédit la chose suivante à propos des objets, vous savez, qu'on a trouvés au centre des galaxies, au centre de la Voie lactée, au centre de M87. On dit que c'est des trous noirs géants, mais des trous noirs géants, c'est des machins orange avec une partie sombre au centre. Eh bien, le modèle Janus, il dit c'est pas des trous noirs. J'ai appelé ça un plug star. Il y a un effet de l'antigravitationnel qui fait que le rapport des températures, c'est 3. C'est ce que donne le calcul et c'est exactement la valeur qu'il y a sur ces deux photos. Alors moi, j'attends la troisième photo. Si c'est 3, qu'est-ce qui va se passer? Et actuellement, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous savez, samedi 14 janvier, c'est pas la peine de chercher une place, c'est tout plein. Je donne une conférence dans une salle que j'ai louée à mes frais. On a payé 2500 €. L'entrée est gratuite, comme l'association dont je m'occupe, les gens ont fait des dons. Et ben, filmez-la et postez-la sur YouTube. Oui, elle sera bien sûr, elle sera sur OK, YouTube. voilà. Elle va être etc. Alors, il y a une estrade, et sur cette estrade, au lieu d'avoir une chaise, il y en aura une douzaine. Il y a moi, avec tous les cosmologistes, avec des cartons, avec leur nom, parce qu'il n'y en a pas un qui est venu. Ils veulent pas être face à moi, c'est pas possible. Vous savez, il y a une chose. Vous connaissez la phrase de Clémenceau qui disait la guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la confie aux militaires. Moi, je veux dire que la science est une chose trop sérieuse pour être, surtout la science théorique. Par exemple, pour être confiée aux universitaires. La confier aux cosmologistes, c'est une catastrophe. Prince Vicky, on s'entendait très bien tous les deux. Ah, vous l'avez rencontré? Bien sûr, c'était jeune chercheur. Alors, il avait été invité à Marseille pour un colloque, et quand il est tombé sur Jean-Pierre Petit, ça a accroché, il a laissé tous les autres tomber. La chose que j'ai compris il y a 2 ans, c'est pas aux spécialistes qu'il faut s'adresser, c'est aux gens qui ont un niveau maths spé, c'est-à-dire les profs, les agrégés de maths, les agrégés de physique, les ingénieurs, les étudiants en maths spé, etc. Et j'ai commencé à grouper ces gens-là. Vous savez, dans la conférence que je fais, il y a 250 places. Et bien, dans ces 250 places, il y a 60 bons hommes qui sont capables de comprendre mes travaux. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est beaucoup, 60. Mais je veux dire, ces gens-là, ils vont finir par se regrouper en association et ils attaqueront l'Académie des sciences. Voilà. Moi, je pense que c'est intéressant quand même de voir ça parce que ça explique la catastrophe dans laquelle on se trouve. Voilà. Le modèle Janus remet-il en question le principe d'un éther? Y a-t-il un éther dans le modèle Janus? Non, pas du tout. Ça fonctionne comme la relativité générale. Simplement, vous voyez, quand on prend la relativité générale, on répondra que l'univers est une hypersurface avec des courbes.
Bon, Mmh. ben là, simplement, ce que je mène aux mathématiciens, en disant, vous savez, les hypersurfaces, elles ont un endroit, et puis elles ont un envers, c'est tout. Et cette masse négative, c'est la masse qui se trouve sur cet envers de C'est ça l'univers. le nom Janus, du coup. Le jumeau, c'est qu'en effet, voilà, les surfaces sont orientables. Donc c'est pas un ruban de Mobius. Vous citiez les projets qui avaient été faits pour la fusion par laser. La fusion Mmh. par laser, il faut dépenser un fric monstre pour faire 192 lasers. Et puis, Mmh. on focalise cette énergie. Mais après, le petit bazar, il est grand comme ça. Ça coûte quelques centaines de milliers de dollars après de changer la forme, de mettre Mmh. une autour, de rajouter ceci, cela. Vous voyez, c'est souple, c'est reliable, comme disent les Anglais, quoi, hein, voilà. Alors que les autres trucs, c'est d'une rigidité absolue, on peut rien faire. Voilà, mais écoutez, je dirais la chose suivante, nous allons gagner. Parce que tous les braves gens, tous les niveaux maths P, vous savez, moi, il y a des gens qui sont des ingénieurs à la retraite, qui ont 70 ans, ils viennent en disant on va y aller, etc. Et on va gagner. Vous savez, il faut déjà faire sauter ces deux articles imbéciles qui sont sur ce site. Bah, et ils sont faux, ils sont faux. Vous savez, s'ils ont envie si ces gens ont envie de s'humilier en les laissant, Ils ont c'est un, leur problème. ils ont un impact considérable. Bon, bah, ils sont faux et je peux témoigner ce soir de ce qu'ils sont faux. Jean-Pierre Petit, Ok, merci infiniment et on souhaite vous revoir. Si vous voyez des sujets d'actualité scientifique, qui vous intéressent, que ce soit cosmologique ou technologique avec les plasmas et cetera, et si vous voulez nous vulgariser la thermodynamique, dans une prochaine interview, vous êtes toujours le bienvenu sur notre chaîne. Merci beaucoup Jean-Pierre Petit. derrière.